Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre fascinant de Giulio Tononi. L'idée, on va suivre le grand scientifique, Galilée, dans un voyage assez incroyable, un voyage au cœur même de la conscience. Et tout commence avec cette image. Une image à la fois puissante et très poétique. Le cerveau, qui brille de sa propre lumière, comme un soleil intérieur. Ça plante tout de suite le décor, une ambiance un peu onirique, un peu mystérieuse pour l'aventure qui nous attend. Et voilà, on entre direct dans le vif du sujet avec le rêve de Galilée. C'est là que le grand mystère est posé. Imaginez, il est complètement désorienté, il flotte au-dessus de son propre corps, avant de plonger littéralement dans son esprit. C'est une véritable expérience de sortie de corps, en fait. Depuis ce point de vue, Galilée observe sa propre enveloppe physique. Et ce qu'il voit, c'est juste une machine, rien de plus. Un assemblage de pompes, de soufflets, une mécanique complexe, certes, mais une machine vouée à tomber en panne, qui finira par s'arrêter un jour ou l'autre. Et c'est à ce moment précis, dans le rêve, que tout bascule, une sorte de révélation. Il comprend que le cerveau, il ne fait pas que peindre le monde en couleurs et en sons, non, c'est bien plus profond que ça. En fait, il forge notre réalité de A à Z. Et ça mène à un paradoxe qui va le hanter. C'est fascinant quand on y pense. Comment est-ce possible ? Comment est-ce que ce petit organe si fragile, cette espèce de masse gélatineuse, comment peut-il contenir l'univers tout entier ? Les étoiles, les galaxies, l'infini, tout ça là-dedans. Du coup, la question qui se pose est immense, presque vertigineuse, et elle va devenir le cœur de sa quête. Logique. Si c'est le cerveau qui crée tout ce qu'on perçoit, alors qu'est-ce qui se passe quand il meurt ? Est-ce que ça veut dire que l'univers lui-même disparaît avec lui ? Alors pour l'aider à répondre à cette énorme question, un guide fait son apparition. Son nom, Frick. Et Frick, en fait, c'est un peu la personnification de la science moderne. Il est là pour guider Galilée et lui faire découvrir tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et la première leçon est visuelle et elle est super parlante. Cette juxtaposition. D'un côté, le macrocosme, l'infiniment grand de l'univers. De l'autre, le microcosme, l'infiniment complexe du cerveau. Ça nous donne tout de suite une idée de l'échelle complètement dingue de la science d'aujourd'hui. Frick va lui expliquer ce qu'on appelle les 3 grandes claques, ou les 3 grandes humiliations infligées par la science. En gros, les 3 révélations qui ont fait descendre l'humanité de son piédestal. Premièrement, non, on n'est pas le centre de l'univers. Notre planète, c'est un grain de poussière. Deuxièmement, non, on n'est pas une création spéciale, on est juste une branche sur l'immense arbre de la vie. Et enfin, la troisième, et c'est peut-être la plus difficile à accepter, C'est la plus troublante de toutes. C'est cette idée, purement matérialiste, qui dit que notre âme, notre conscience, nos sentiments, tout ça, ce n'est rien de plus que le produit de la mécanique de notre cerveau. Le point clé, c'est que tout ce qui fait qu'on est nous, ça pourrait se réduire à de la biologie. Bon, après la théorie, place à la pratique. On passe aux preuves. La quête de Galilée l'amène maintenant à se pencher sur un cas bien réel, une sorte d'expérience de la nature, pour essayer de trouver où exactement se cache la conscience. Et ce cas, c'est celui de Copernic. Attention, son corps est en vie. Il respire, son cœur bat, les fonctions de base assurées par le cerveau inférieur fonctionnent. Mais son cerveau supérieur, le cérébrum, lui, est détruit. Résultat, son monde intérieur, sa conscience, tout a disparu. C'est le vide total. Ce cas tragique de Copernic, il nous montre une distinction qui est absolument cruciale. Il y a une différence énorme entre être simplement en vie biologiquement, un peu comme une plante si on veut, et être conscient, c'est-à-dire avoir une expérience subjective du monde. Alors la question reste entière. Comment le cerveau s'y prend-il pour fabriquer la conscience ? Pour commencer à y voir plus clair, on va utiliser une grande métaphore. Et l'idée principale de cette métaphore, c'est la suivante. Il n'y a pas de siège de la conscience dans le cerveau. Oubliez l'idée d'un petit chef d'orchestre, d'un prince ou d'un pape, comme dit Frick, qui serait assis quelque part et qui verrait et entendrait tout. Ça, c'est une vieille idée qu'on abandonne complètement. En fait, la conscience, c'est pas un lieu, c'est un processus. Elle émergerait de la coopération de masse, de cet immense réseau de régions spécialisées qui n'arrêtent pas de se parler à travers tout le cérébrum. C'est cet échange permanent d'infos entre des milliards de neurones qui crée cette expérience unifiée qu'on ressent à chaque seconde. Allez, on arrive à la conclusion de ce voyage. Et on va voir comment cette théorie, qu'on appelle la théorie de l'information intégrée, est liée au titre du livre et à un symbole très particulier. Et ce symbole, le voilà, c'est phi, la lettre grecque phi. Attention, c'est bien plus qu'une formule mathématique, c'est un concept. Phi, ça représente l'idée d'information intégrée. En gros, c'est la forme unique, indivisible, que prend une quantité massive d'informations quand elles sont liées ensemble par une seule et même entité, comme le cerveau.
Donc si on suit cette théorie, chaque instant de notre conscience, que ce soit la vue du rouge, le son d'une note de musique ou juste une pensée qui passe, eh bien tout ça, c'est une forme unique, incroyablement riche et complexe. Et cette forme, au fond, c'est la seule réalité qu'on puisse vraiment connaître, c'est la chose la plus réelle qui soit. Et on va terminer là-dessus avec une question pour la route. Si chaque expérience consciente est une forme unique, une structure d'information intégrée, alors à quoi ressemble la forme de notre propre réalité? Quelle est la forme de notre monde intérieur?